dans un film ou une publicité. Ses droits seuls valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Encore plus impressionnant, après une longue bataille juridique, Jagger et le groupe ont réussi à racheter les droits de leurs enregistrements postérieurs à 1971, obtenant ainsi le contrôle total de leurs œuvres les plus célèbres. Cela signifie que les Stones profitent non seulement de leurs nouvelles tournées et sorties, mais continuent également de toucher des revenus massifs grâce à leurs albums classiques comme Exile on Main Street, Sticky Fingers et Some Girls, régulièrement réédités en version deluxe ou utilisés dans des bandes-sons et publicités. Au-delà des revenus directs, la valeur de la marque, l'aura intangible des Rolling Stones est quasi inestimable. Leur logo emblématique, langue et lèvres, est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'histoire de la musique et un moteur de merchandising à part entière. Des collaborations de luxe aux rééditions vintage, les produits dérivés des Stones représentent une activité à plusieurs millions et les partenariats de licence se sont multipliés avec l'essor des objets numériques et des collaborations de marque. C'est cette fusion d'art et d'entreprise qui distingue la fortune de Jagger. Si les concerts apportent des cachets vertigineux, les ventes de disques restent une base solide de sa richesse. Avec plus de 200 millions d'albums vendus, le catalogue des Stones continue à générer des revenus à travers les ventes physiques, les téléchargements numériques et le streaming. Des albums comme Sticky Fingers, Exile on Main Street, Some Girls et Tattoo. Ils ne sont pas seulement des classiques, ce sont de véritables rentes. Rééditions, coffrets collector, éditions de luxe et licences pour films et publicités assurent un flux constant de revenus. Lorsqu'un morceau comme Painted Black est utilisé dans une super production hollywoodienne, une part de cette somme revient directement à Jagger. De plus, le groupe détient les droits de nombreux enregistrements et éditions post-70, ce qui signifie qu'une grande partie de chaque dollar dépensé sur leur musique ne va pas à une maison de disques, mais directement au groupe, et donc à Jagger. Même si sa carrière solo n'a jamais éclipsé celle des Stones, les projets personnels de Jagger lui ont tout de même rapporté plusieurs millions. Des albums comme She's the Boss, soit une moyenne incroyable de plus de 8 millions par spectacle. Entre 2012 et 2019, ils ont engrangé un total de 929 millions de dollars, faisant d'eux l'un des groupes les plus rentables de la décennie. Et ce n'étaient pas des tournées d'adieu, juste les dernières d'une longue série de circuits mondiaux ultra rentables. Selon Fortune, entre 1989 et 2001, le groupe avait déjà généré plus de 1,5 milliard de dollars. Et ils ont continué à gagner des fortunes bien au-delà de leurs 70 et 80 ans. Ce succès financier n'a rien d'un hasard. Sous la direction de Jagger, les Stones se sont transformés en entités corporatives à l'influence tentaculaire. Des ventes de billets au merchandising, en passant par les droits de marque et les licences musicales, chaque aspect de leur marque a été monétisé de manière stratégique. Ils ont créé de nombreuses structures commerciales, dont plusieurs enregistrées dans des juridictions fiscalement avantageuses comme les Pays-Bas. Ces sociétés de gestion contrôlent tout, des droits d'édition au bénéfice des tournées, permettant au groupe de réduire légalement son exposition fiscale sur des centaines de millions de revenus. Et ne vous y trompez pas. Mick Jagger est le PDG de cet empire. Il n'est pas seulement le chanteur. C'est lui qui est à la table des négociations, veillant à ce que les contrats soient solides et que le groupe conserve la propriété et le contrôle de ses actifs les plus précieux. En tant que co-auteur de presque tous les grands succès des Rolling Stones aux côtés de Keith Richards, Jagger bénéficie également d'un flux constant de redevances d'édition, générées à chaque diffusion, reprise ou utilisation d'un titre des Stones. Il a 80 ans. Il est toujours en tournée. Il dépasse encore des artistes 2 fois plus jeunes. Et il continue à bâtir son empire. Mick Jagger n'est pas seulement le leader des Rolling Stones. Il est une marque mondiale, un négociateur redoutable et l'un des musiciens les plus riches de la planète. Entre tournées à 1 milliard de dollars
investissements immobiliers et projets cinématographiques discrets, Jagger a bâti une fortune qui dépasse largement la scène musicale. Alors, comment s'y est-il pris et à quoi ressemble vraiment sa vie en 2025? Plongeons dans la vie luxueuse et étonnamment stratégique de Mick Jagger. Au cœur de l'immense fortune de Jagger se trouve l'énorme machine qu'est les Rolling Stones, un groupe qui n'a pas simplement surfé sur la vague de la British Invasion dans les années 60, mais qui est devenu l'un des actes musicaux les plus lucratifs et durables de l'histoire. Alors que beaucoup de leurs contemporains se sont éteints ou divisés, les Stones ont réalisé ce qu'aucun autre groupe de leur époque n'a vraiment réussi: se transformer en une entreprise mondiale, restant pertinent tout en faisant du rock une industrie à haute marge. Et au centre de cette machine, à la fois sur le plan artistique et financier, se trouve Mick Jagger. Ce qui distingue réellement les Rolling Stones, ce n'est pas seulement leur influence culturelle ou leur catalogue musical, c'est la manière dont ils ont redéfini l'économie du spectacle vivant. Leur tournée No Filter en 2018 a généré 117 millions de dollars en seulement 14 concerts. C'est un projet passion, reflétant sa compréhension intime du monde du rock et du chaos qui l'entoure. Ajoutez à cela le merchandising, les contrats d'endossement et les licences de propriété intellectuelle, et vous commencez à percevoir à quel point la fortune de Jagger est multifacette. Même à 80 ans, il ne se repose pas sur la nostalgie, il la monétise. Du merchandising personnalisé en concert aux exclusivités numériques et aux expériences NFT, Jagger a adopté le marketing moderne avec une agilité surprenante. Il est apparu dans des campagnes, a autorisé l'utilisation de son image et soutenu des produits avec parcimonie. Toujours dans le ton, toujours rentable. Les investissements immobiliers de Mick Jagger sont discrets mais puissants. Il possède des biens de luxe à travers le monde, estimés à environ 250 millions de dollars. Au cœur de son portefeuille, des résidences de prestige à Londres et à New York, 2 centres mondiaux de pouvoir et de culture. Il ne s'agit pas de simples pieds-à-terre. À Londres, il détient un manoir géorgien de 13 millions de dollars situé sur Richmond Hill, dans l'un des quartiers les plus verdoyants et exclusifs de la capitale. C'est le genre de propriété qui murmure le statut, avec une riche histoire et une vue protégée sur la Tamise. À New York, sa maison de ville de 7 millions de dollars, achetée selon les rumeurs pour sa compagne de longue date, Mélanie Amrick, est à la fois un actif et un sanctuaire. Située dans un quartier très prisé, elle offre l'espace et la discrétion si rares dans le paysage vertical de Manhattan. Bien que détenues à titre privé, ces propriétés sont gérées professionnellement et parfois utilisées par sa famille, ancrant ainsi sa fortune dans la transmission. Mais l'instinct immobilier de Jagger va bien au-delà des achats attendus. En 2020, en pleine pandémie, il surprend tout le monde en achetant une demeure de 1,98 million de dollars à Lakewood Ranch, en Floride, pour Amrick et leur jeune fils. La maison de près de 530 mètres carrés, située sur un double terrain, avec vue sur les lacs dans une résidence sécurisée, a été achetée via FaceTime, sans aucune annonce publique, jusqu'à ce que des fans découvrent le pot aux roses. La propriété comprend 6 chambres, une piscine lagon, une salle de jeu, un salon multimédia, des quartiers pour le personnel et même un pavillon pour enfants. La seconde, Pelican Beach Villa, est légèrement plus modeste, mais tout aussi luxueuse. Elle s'adresse aux voyageurs d'élite en quête d'un isolement total. Ces maisons reflètent non seulement le goût de Jagger pour l'élégance intemporelle et la beauté naturelle, mais elles génèrent également un revenu passif stable tout en confirmant son statut dans la plus haute sphère de l'immobilier insulaire. Mais les Caraïbes ne sont pas son seul refuge. Récemment, Jagger aurait acquis une maison en Sicile après être tombé amoureux de la pointe sud de l'île lors d'un séjour en 2020. Située à Portopalo di Capo Passero, la propriété est en bord de mer, reculée,
et chargé de charme local. Peu d'informations circulent, mais cette acquisition s'inscrit dans une logique bien rodée. Acheter des biens qui équilibrent retraite, potentiel de revente et valeur émotionnelle. L'héritage immobilier de Mick Jagger se lit aussi dans les propriétés qu'il a possédées et revendues. Dans les années 1970, il achète Star Groves, un manoir majestueux dans le Hampshire, alors qu'il était, selon ses propres mots, sous acide. La maison devient un studio d'enregistrement mythique pour les Stones, mais aussi pour The Who et Led Zeppelin. Jagger l'avait acheté pour seulement 55 000 livres et l'a revendu en 1979 pour 200 000 livres. Elle a ensuite appartenu à Rod Stewart, puis à un membre de la famille Sackler, et s'est vendue 15 millions de livres en 2012. Le profit n'était pas que financier, il était historique. Autre lieu emblématique, Harley House, un appartement dans le quartier Marylebone de Londres qu'il louait dans les années 60, au moment de l'ascension fulgurante des Stones. Ce logement, récemment mis en vente pour 5,5 millions de livres, a vu passer un défilé de célébrités et de conquêtes, dont Marianne Faithfull, et fut un épicentre bohème du nouveau gotha rock. Jagger aurait transformé l'espace avec une décoration audacieuse et organisé des fêtes restées dans les mémoire du bâtiment édouardien. Quand il s'agit d'argent, Mick Jagger ne l'affiche pas avec des flottes de Lamborghini dorées. Son goût en matière d'automobile reflète, comme sa musique, une élégance intemporelle, un raffinement précis et une passion pour l'ingénierie. Sa collection est estimée entre 1,5 et 1,6. Wandering Spirit et Goddess in the Doorway n'ont pas été des blockbusters, mais se sont tout de même vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Et sans groupe, pour partager les bénéfices, les profits lui revenaient intégralement. Plus important encore, Mick Jagger a toujours eu le sens de la réinvention. En 2011, il a lancé Super Heavy, un super groupe éclectique mêlant les genres avec Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman. Ce projet relevait davantage de l'expérimentation créative que d'une manœuvre lucrative, mais il traduisait l'instinct de Jagger à rester dans l'air du temps, à prendre des risques et à explorer au-delà des Rolling Stones. En 2023, il est allé encore plus loin, en lançant sa propre ligne d'harmonicas en partenariat avec Wino Music et Lee Oscar. Ces instruments en édition limitée se sont vendus en un éclair, portés par sa base de fans mondiale et une fidélité à sa marque qui s'étend sur des décennies. Peu de gens savent que Mick Jagger s'est discrètement bâti une seconde carrière derrière la caméra en tant que producteur de films. En 1995, il cofonde Jagged Films, une société de production qui devient son terrain d'expression créatif hors scène. Tandis que les Stones continuaient à remplir des stades, Jagger produisait des scénarios, finançait des longs métrages et lançait des projets à portée historique et culturelle. L'un des premiers succès de Jagged Films fut Enigma, un thriller sur la Seconde Guerre mondiale centré sur les décrypteurs de codes et l'espionnage. Le film ne bat pas de record au box-office, mais il révèle l'intérêt de Jagger pour un cinéma plus profond et intellectuel. La même année,